Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va aborder ensemble la question de la nourriture à la demande, comment nourrir son enfant à la demande et surtout ce que ça lui apporte exactement. Que ce soit par le biais de l'allaitement ou par le biais d'un biberon, en fait le moyen est différent, mais ce qui va se passer pour l'enfant et ce qui va se créer en lui sera exactement la même chose. C'est juste une question de moyens qui diffèrent, mais la finalité reste la même. Donc je vais t'aborder tout ça, je vais te dire exactement en quoi c'est très important d'ici la fin de la vidéo, mais avant ça, je vais te raconter brièvement comment ça s'est passé pour nous. Alors souvent, tout commence à la maternité, en tout cas pour nous ça a été le cas. C'est-à-dire que mes enfants étaient allaités, donc j'ai vraiment fait ce choix d'allaiter mes enfants. Mais finalement, que ce soit pour les biberons ou pour l'allaitement, c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire que quand on est à la maternité, le personnel médical nous demande de noter les heures de tétée, alors si c'est l'allaitement, de dire de quel sein on a donné de quel côté on a donné le sein. Et en tout cas, il faut vraiment noter les heures et même noter les prises quand c'est au biberon ou noter le temps quand c'est à l'allaitement. Et mine de rien, tout ça va vraiment commencer à induire un cadre d'horaire à respecter. Et si jamais on n'est pas sur les bonnes horaires ou si jamais l'enfant a faim trop tôt, on va avoir tendance à le faire attendre, en fait, que ce soit le bon moment, que ce soit l'horaire à laquelle il peut téter. Et si jamais il tète trop tard, donc c'est-à-dire que si par exemple il dort encore au moment de la tétée, on va avoir tendance à vouloir le réveiller pour lui donner une tétée ou pour lui donner un biberon, tout simplement parce qu'on va avoir peur qu'il perde du poids, je sais pas, peut-être peur même qu'il meure de faim ou qu'il se laisse aller. Et voilà. Alors, c'est quelque chose, par exemple, dans le cas où l'enfant est trop faible et qu'il ne se réveille pas, c'est quelque chose qui peut être alertant, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, c'est par exemple si le bébé est très petit, enfin très maigre à la naissance, il est prématuré par exemple, s'il est en sous-poids ou si vraiment il représente une pathologie, enfin il présente une pathologie qui va induire un suivi médical beaucoup plus poussé et aussi une alimentation très stricte. Dans le cadre d'un enfant qui naît à terme ou quasiment à terme, qui fait un poids moyen idéal, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Notre enfant ne va pas perdre énormément de poids parce qu'il va retarder sa tétée d'une demi-heure par exemple parce qu'il dormait, ou d'une heure même parce qu'il était en train de dormir. Il prendra plus à son prochain biberon ou à sa prochaine tétée, tout simplement. Par rapport à ça, il faut vraiment être rassuré. Je trouve que le fait d'amener des horaires stricts et rigides comme ça, vraiment pour les parents, c'est très anxiogène. Moi, j'ai subi ces horaires pour Arthur notamment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis retrouvée avec un enfant qui pleurait de faim. Parce qu'il y a 7 ans, j'avais pas ces connaissances-là, personne ne me l'avait dit. Et finalement, j'écoutais respectueusement et religieusement le personnel soignant de l'hôpital, les auxiliaires de périculture et même les sages-femmes que j'ai pu voir à la maternité et qui me disaient non, il faut lui donner à heure fixe parce que si vous lui donnez trop rapproché, il va avoir mal au ventre, il va avoir des coliques et donc il va y avoir une souffrance autre qui va s'installer. Donc voilà, je respectais ce temps et je laissais Arthur dans mes bras pleurer en me disant non, c'est bientôt l'heure mon bébé, c'est bientôt l'heure mais pas maintenant. Et quand enfin sonnait l'heure de la tétée, il se jetait sur le sein et dévorait tout. Et finalement ça a été une période très compliquée pour moi. Alors ça n'a pas duré très longtemps mais ça a duré au moins 15 jours, je dirais peut-être 10 jours, entre 10 et 15 jours, pendant lesquels j'ai vraiment respecté à la lettre ces horaires parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de vouloir respecter ces horaires, ça a failli ruiner mon allaitement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au bout de 15 jours ? J'en pouvais plus, j'étais exténuée de voir mon enfant pleurer, je pensais que je n'avais pas assez de lait, je pensais que je n'étais pas capable de nourrir mon enfant.
Et finalement, je m'apprêtais vraiment à aller acheter une boîte de lait en disant c'est bon, je vais lui donner en complément, il va continuer de téter, mais je vais lui donner un complément de lait maternisé, enfin de lait en poudre en tout cas. Et Fabien m'a dit mais non, mais fais pas ça, tu risques de tout mettre en l'air et tout. Et puis on avait quand même commencé à se renseigner sur la Leche League notamment, et puis il y a d'autres blogs. Et voilà, c'était quand même pas très conseillé tout ça. Mais finalement, moi j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Donc Fabien m'a dit non, tu tentes le tout pour le tout, maintenant tu vas le mettre au sein tout le temps. Dès qu'il pleure, tu le mets au sein. On va essayer comme ça. Et si jamais comme ça ne marche pas, ok, on ira acheter la fameuse boîte de lait et on lui donnera. Alors je lui ai donné le sein à partir de ce moment-là à la vraie demande, c'est-à-dire à chaque fois qu'il pleurait, je lui donnais le sein et finalement ça a sauvé mon allaitement et ça m'a sauvé moi aussi parce que à partir de ce moment-là, j'ai eu un enfant qui a été nourri selon ses besoins. Et ça a tout changé parce que ça a changé ma confiance en moi, de ma faculté à nourrir mon enfant. Le fait d'avoir assez de lait, c'était très important pour moi. Et puis aussi, je n'avais plus cet enfant qui pleurait en permanence, puisqu'à chaque fois qu'il pleurait, il était allaité. Et finalement, tout se passait pour le mieux. D'ailleurs, ça a sauvé aussi quelque part mon allaitement, tout simplement parce que ma deuxième montée de lait a été beaucoup plus fluide. Il y a une deuxième montée de lait qui se situe à peu près aux alentours de 3 semaines de vie de l'enfant. Et donc voilà, cette montée de lait a été beaucoup plus fluide. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vécu un allaitement de plaisir. Donc ce qu'il faut vraiment se retenir là-dedans, c'est que faire très très attention au pourquoi on vous dit soit de respecter les horaires, que ce soit dans un sens parce que votre enfant ne va pas se réveiller, soit dans le sens contraire où il dit non, il faut attendre. Vraiment savoir pourquoi. Moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une raison, mais il faut juste la connaître, la vraie raison, le vrai pourquoi. Donc si ça vous arrive, demandez vraiment pourquoi et à partir de la réponse qu'ils vont vous donner, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, en réfléchissant, en prenant le temps, en lâchant prise aussi et pourquoi pas en consultant aussi des mamans à la Leche League qui sont vraiment spécialisées dans l'allaitement. Alors ce qui se passe concrètement, c'est que quand on nourrit un enfant à heure fixe, que ce soit par le biais de l'allaitement ou par le biais du biberon, en fait l'enfant ne va plus avoir la possibilité de définir lui-même les moments où il a faim. Et donc il va être nourri à des moments qui sont définis par l'adulte et non plus par l'enfant. C'est un problème, ça pose vraiment un problème pour l'enfant parce qu'il ne va plus être capable de s'autoréguler et de pouvoir être reconnecté à ses sensations personnelles, notamment celle de la faim. Et cette déconnexion de lui-même, elle est aussi une déconnexion de la personne qui va nourrir l'enfant, en tout cas de celui qui accompagne l'enfant, donc en général les parents, tout simplement parce que l'enfant va perdre sa confiance en sa capacité à communiquer aux autres ses besoins. Le fait que l'enfant pleure et qu'on lui donne à manger s'il a faim, c'est quelque chose de très très important pour lui parce que ça va lui prouver qu'il est capable d'exprimer ses besoins et que ses besoins vont être assouvis. Et c'est vraiment quelque part un premier moyen de communication très très important pour lui. À partir du moment où on régit ça à sa place, c'est-à-dire où on instaure des horaires de tétée, l'enfant n'a plus le moyen de nous communiquer sa faim. Et le vrai problème, c'est que finalement cette capacité à obtenir ce qu'il veut par le biais de la communication de ses besoins va vraiment permettre à l'enfant, par la répétition, avec le temps, et voilà, par la répétition et par le fait que l'on va accéder à la bonne demande au bon moment par rapport à sa communication, va lui permettre de quelque part rentrer dans un principe d'auto-efficacité envers lui-même et envers le fait que sa communication soit efficace. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'auto-efficacité est un moyen très très simple pour faire des choix de vie sains, pour gérer le stress et pour faire les bons choix pour soi, tout simplement. Voilà, donc tu l'auras compris, sauf pathologie particulière, et dans ce cas-là, c'est important de savoir pourquoi, le pourquoi du comment on nourrit son enfant à la demande, que ce soit au biberon ou au sein. C'est un principe fondamental pour que l'enfant puisse prendre confiance en lui et confiance en sa manière de communiquer ses besoins. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc soyez rassurés, vraiment sois rassurés par rapport à ça. Si ton enfant pleure, il y a de grandes chances qu'il ait faim ou alors qu'il a besoin d'un câlin ou autre, mais en tout cas, il y a de grandes chances que s'il est petit, c'est qu'il ait faim. Donc on n'hésite pas à lui donner, et puis de toute façon, si c'est pas ça, si en fait c'est pas la faim qu'il a, bien il te le fera savoir en ne finissant pas son biberon. Ou il ne tétera pas, ou il ne prendra quasiment rien, il se détournera du sein. Bref, fais-lui confiance, il te fera savoir ce dont il a besoin. Et justement, plus tu laisseras cette capacité, cette chance de s'exprimer,
plus ça lui permettra, enfin en tout cas ça lui laissera l'occasion et le pouvoir d'affiner ses demandes par rapport à ses besoins. Donc c'est vraiment très très important. Pendant qu'on est encore sur l'alimentation, on va appeler ça comme ça, sache que je t'ai préparé un fichier de synthèse qui en fait c'est un planning, le planning de tous nos repas. Donc c'est plutôt des enfants qui vont manger, hein, c'est le planning de notre alimentation à nous. C'est un planning assez simple. En fait voilà, je mets les grandes familles d'aliments, donc j'annonce le cadre, mais dans ce cadre je suis libre de composer mes repas comme je le souhaite. Et ça permet d'avoir une base d'alimentation saine sur la semaine tout simplement. Donc voilà, je t'offre ce planning des repas si tu en as besoin. Pour le télécharger, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description, tu remplis ton adresse mail pour que je puisse te l'envoyer et ensuite tu le reçois directement. Fais attention, peut-être qu'il arrivera dans tes spams. On est souvent spammé. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker tes spams et à me mettre, hein, moi, Amélie Blo, à me mettre en ami, enfin ou je sais pas, en utilisateur connu et reconnu, voilà, pour que tu puisses recevoir ces plannings et éventuellement d'autres lettres que je pourrais te faire parvenir par la suite. Voilà, bah écoute, sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimes ce genre d'infos, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as besoin de me noter, à aimer la vidéo. Allez hop, on met la totale. Et moi en tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.